Bienvenue à tous les trois. Merci beaucoup d'être avec nous ici aujourd'hui sur cette scène qui est un peu impressionnante, mais on voit qu'il y a des gens qui se sont fait des câlins, donc ils sont hyper gentils. Ça va être cool. La première question que je poserai, c'est pour toi, Julien. Tu m'as beaucoup parlé du rôle des imaginaires, mais surtout de ce que ça pouvait provoquer chez nous en tant que citoyens, en tant qu'humains, et surtout de cette sensation de puissance qui revient un peu à nous. Est-ce que tu pourrais nous en parler un peu? Je suis très content d'être avec vous et je tenais à vous remercier toutes et tous de nous accorder ce que vous avez de plus précieux, c'est-à-dire votre temps. Et donc de venir ici pour parler des imaginaires, c'est un cadeau que vous nous faites et j'espère qu'on est là ici à la hauteur de ce cadeau que vous nous faites. On parle des imaginaires parce que effectivement on a tous des croyances, on a tous des religions qui nous tiennent parce que on est des animaux sociaux par excellence. On est tellement faibles, nous, les êtres humains, en particulier lors de notre naissance, mais en fait tout au long de notre vie, qu'on a besoin des autres pour exister, pour passer au-delà des obstacles et puis pour sentir cette joie, comme nous le disait tout à l'heure Guillaume. Et donc aujourd'hui, on a des religions qui nous permettent de faire communauté. Les religions étant, pourquoi pas les religions, mais pourquoi pas aussi le surconsumérisme, la domination, le patriarcat, plein de manières de connoter, colorer ce qui fait que aujourd'hui on fait corps en 2023 ou pas d'ailleurs, avec toutes les limites que ça engendre, notamment au niveau écologique, mais pas que, il y en a tellement. Et la question, c'est est-ce qu'on a envie de se dire, comme le disait Guillaume, que notre étoile polaire, c'est de faire moins mal, moins vite, moins fort, moins inégalitaire, et de se sentir un peu recroquevillé chacun, ou est-ce qu'en réalité, on pourrait décider ensemble, ou même individuellement, de manière beaucoup plus permaculturelle que le monopole qui nous rassemble ou nous met en mouvement actuellement, nous donnerait d'autres envies de nous réveiller le matin. Et donc cette question des nouveaux imaginaires, c'est une question qu'on voit de plus en plus émerger avec des récits qui pourraient, pourquoi pas, faire que le PIB soit obsolète, faire que la Ferrari devienne pas du tout le truc qu'on a tous envie d'avoir dans notre garage si vous avez un garage. Je pense que là-dedans, il y a une opportunité extraordinaire. On est dans un clair-obscur, là, en ce moment, on parle d'éco-anxiété, d'autres, j'en fais partie, disent que c'est une éco-lucidité en réalité. Pourquoi on n'en profiterait pas, une bonne fois pour toutes, pour se dire que plutôt que de suivre un nouveau monopole, un nouveau monolithe, on ne ferait pas éclater tout ça et qu'on reprendrait notre pouvoir de décider? Pourquoi en réalité on serait obligé de suivre? Moi je le suis ça avec les 2030 glorieuses pour autoriser nous en particulier les Français, on n'a pas que des Français autour de nous aujourd'hui, mais qui sommes quand même les rois de commencer nos phrases par oui mais, même quand on est d'accord avec quelqu'un. Je suis sûr que vous avez déjà vécu ou été ceux qui prononçaient cette phrase, et c'est Rob Hopkins qui essaye de nous autoriser à commencer nos phrases par et si. Et si, et si, et si, ou à minima, oui et. Les 2030 glorieuses, pour moi, c'est notre étoile polaire. Plutôt que de se dire que les dizaines d'années qui viennent, on va devoir faire moins mal, moi je vous propose qu'on fasse beaucoup mieux, plein de choses, et qu'un jour, on se retrouve autour d'une bonne bière brassée localement en se disant mais tu te rappelles qu'à un moment, on mesurait le succès de notre société à notre capacité à faire croître notre PIB et pourquoi pas, etc., etc. Et ça, je trouve que c'est tellement enthousiasmant parce que ça nous donne envie de viser d'autres croissances, puisque finalement, soit on se dit qu'on reste dans le sillon économique et donc alors adviendra potentiellement cette décroissance, soit on se dit qu'en réalité il y a plein d'autres sillons qui nous attendent. Le PIB, le capitalisme, c'est quelques centaines d'années, c'est un clignement d'œil sur l'histoire du vivant et en particulier sur l'histoire de l'humanité. Donc faisons en sorte qu'il y en ait plein d'autres de clignements d'œil, mais que cette fois on les subisse pas. Moi je trouve ça cool pour une fois de se dire qu'on peut être toutes et tous proactifs dans l'avènement de ces nouveaux récits. Laure Noëlla, je vais me tourner vers vous cette fois-ci, parce qu'il y a une phrase que vous avez dite dans une interview ou dans un de vos livres qui disait que l'écologie, ça peut être joyeux, ça peut être bien. Ouais, Ça va bien avec ça quand même. Non, moi j'ai dit ça, enfin je suis étonnée. Non, non, l'écologie c'est quand même la merde. Enfin, je veux dire, on a un gros mur devant nous avec des limites planétaires, des conditions de vie sur Terre qui basculent. Voilà, on a parlé d'inhabilité tout à l'heure. Tu m'étais parlé d'inhabilité. Donc c'est ça l'écolucidité, c'est regarder ça. Alors je sais qu'on n'aime pas trop le terme éco-anxiété, mais enfin bon, tout ça fait mal, on est écrasé par l'impuissance, on est en colère de l'inaction. Je travaille sur un projet de film là
sur les 50 ans de la candidature de René Dumont. Il a écrit L'Utopie et la mort en 1974. Lisez ou relisez ce texte. Tout ce qu'il propose, ça fait 50 ans qu'on sait ce qu'il faut faire. Donc moi, je veux bien les brasseries locales, les petites bières, les machins, mais enfin, il faut qu'on aille beaucoup plus loin là maintenant. Même si je suis pour la reliance de l'apéro, tout le monde le sait. L'éco-anxiété fait partie d'un truc qui met du vent dans les voiles pour agir et dissiper l'éco-anxiété. Sans éco-anxiété, moi, je n'avance pas. Sans imaginaire de l'apocalypse, je n'avance pas, je parle en mon jeu. Sans catastrophe, je n'avance pas. Et regardez, je n'arrête pas d'entendre, il y a eu un avant et un après été 2022. Super. Il y a eu un avant, un après 2003, quand 14 000 personnes décèdent d'une canicule en France. Il y a un avant, un après Fukushima. Il y a un avant, un après. Les catastrophes, pour moi, sont particulièrement joyeuses parce qu'elles sont très pédagogues, d'une certaine façon. Et elles nous bougent, elles nous mettent en mouvement. Une petite guerre en Ukraine et un virus, et nous voilà à faire 10% de sobriété dans nos consommations d'énergie. Ça fait 50 ans que vous avez une bibliothèque remplie d'alertes, de scénarios, d'études, de penseurs, de la décroissance, etc. On a beau les lire, on ne bouge pas. Donc vive le Ukraine et vive d'une certaine façon la joie que procure la mise en action par la catastrophe. Bon, cela dit, comme disait Mout, on ne peut pas avancer qu'avec la catastrophe, on ne peut pas avancer qu'avec la joie. C'est les deux. Ouais. Et évidemment, la joie, par ailleurs, ce n'était pas ma passion, je préférais l'apéro, ce qui met en joie, par ailleurs, mais enfin, c'est autre chose. Mais la joie comme ça, qui viendrait comme ça, tu sais, ce qu'il y a à l'intérieur de nous, tout ce qu'il a très bien présenté, il faut s'y reconnecter. Cette difficulté-là, c'est déconstruire toute une éco-anxiété qui nous habite, tout un imaginaire. Moi, quand je travaille depuis 25 ans à chroniquer la dérédiction du monde, c'est attaquant sur le moral. Donc il faut aller retravailler là-dessus. Et autour de moi, depuis 2015, avec le bouquin de Pablo Servigne, 2018 avec la démission de Nicolas Hulot, 2020 avec le confinement qui nous a cloués au sol, mais en même temps qui a galvanisé énormément de personnes qui se disaient « Mais attends, je n'ai plus le temps d'attendre ma retraite. » D'ailleurs, ça tombe bien, il n'y en aura pas. Je n'ai plus le temps d'attendre, je ne sais pas moi, une séparation, un cancer pour bouger. C'est maintenant que je vais bouger en fait. Et je crois que les 11 semaines du premier confinement ont été particulièrement joyeuses pour beaucoup de personnes. Très sidérantes au début, mais beaucoup de personnes se sont mises en action grâce à ça, grâce à ce moment. Et depuis, partout sur le territoire, en France et ailleurs, des initiatives explosent dans tous les sens. Et ces initiatives ont au cœur comme moteur de réacteurs nucléaires leur joie. Moi, j'ai envie parce que c'est joyeux c'est joyeux de mutualiser ses moyens de production, c'est joyeux de vivre à plusieurs, c'est joyeux de faire pousser des tomates, c'est joyeux évidemment de monter une brasserie et de se lancer dans l'apéro de reliance. Mais voilà, ce sont les alternatives, on en parlera peut-être rapidement, mais les imaginaires, voilà, il y a le réel et l'imaginaire, on se le construit à plusieurs si on peut. On parlera aussi peut-être du fait qu'il y a des inégalités face aux imaginaires et aux récits, ces grands mots qui sont écrasants. Ouais. Et nous, on est là avec notre bonne conscience de néo-bobos ruraux. Bonjour, t'as rien, mais tu sais que la fin du monde est là, faut pas que t'aies grand-chose, faut pas devenir, faut arrêter tout. Donc ça, on en parlera, mais déconstruire ça, c'est... Carrément. Julien, peut-être tu veux rebondir ? Je te vois prêt à dégainer le... C'est quand même fou de se dire que parce qu'on est là à militer pour d'autres modes de vie, on est présenté comme les doudingues, les fameux utopistes, les bisounours, alors que c'est en réalité, en reprenant le pouvoir des mots, ce monde actuel qui est décroissant de joie, qui est décroissant de sens, qui est décroissant de solidarité, qui est décroissant d'humanité, qui est décroissant d'empathie, de bienveillance, etc. etc. Décroissant, tu veux dire ? Hein ? Qui est croissant, tu veux dire. Croissant dans la joie. Oui, absolument. Et décroissant dans la peine. Décroissant de tout ça qui, en fait, est en train de nous serrer nos vies. Le moment où on se retrouvera sur nos lits de mort, j'ai l'impression qu'on reliera nos vies avec quand même une clarté qui, je l'espère, ne sera pas un peu tardive.
Et donc, comment on remplit ça? Effectivement, c'est pas en étant les VRP de Steve Jobs, comme je l'ai été d'ailleurs. Hein. Je pensais cocher toutes les cases parce que j'avais le petit gilet à poche, je travaillais dans les ONG, dans les bidonvilles des Philippines. Les jeunes qu'on accompagnait, qu'est-ce qu'ils faisaient avec leur premier salaire? Ils s'achetaient un putain d'iPhone. Et moi, je suis personne pour leur interdire d'acheter un putain d'iPhone, parce que qu'est-ce que j'ai fait avec mon premier salaire? Je me suis acheté un putain d'iPhone. Et là, tu te dis, mais en fait, on est même à l'autre bout de la planète, quand on a l'impression de travailler pour la solidarité internationale, on est en train de finalement être les VRP d'un système qui nous écrase parce que, notamment grâce au discours, des publicités, des films, nous vend un mode de vie complètement cinglé. Nous, on est ici à Paris, dans l'endroit le plus visité au monde, avec le fameux je ne sais quoi à la française. Profitons quand même de cet atout pour proposer d'autres croissances, pour proposer d'autres imaginaires qui, en l'occurrence, derrière, notre humanité étant tellement irrationnelle que c'en est parfois frustrant, de temps en temps, j'ai l'impression que cette irrationalité pourrait essayer de nous surprendre dans le bon sens. Profitons-en. J'aurais pu rebondir sur énormément de choses, mais je vais rebondir sur quelque chose que tu as dit, Laure. Le fait qu'on a une bibliothèque énorme avec toutes ces histoires, tous ces faits scientifiques également sur ce qui est en train de nous arriver. Et il y a un acteur aujourd'hui en France qui a une bibliothèque qui est quand même bien remplie, c'est l'ADEME. L'ADEME qu'on perçoit un peu comme un acteur très technique, très vraiment entré sur la science, et c'est le cas. Mais depuis quelques années, vous vous questionnez aussi sur les imaginaires, sur les récits, sur la communication. Comment est-ce que vous en êtes arrivé là? En fait, je pense que je suis également ravie d'être là ce matin. Merci beaucoup pour l'invitation. Je pense que ce qu'il y a d'important à noter, c'est qu'on travaille depuis pas mal de temps, puisque l'agence a 31 ans, sur tout ce qui concerne les changements de comportement. Et une des erreurs collectives, c'est pas que de l'ADEME, c'est collective, ça a été longtemps de parler de ces questions environnementales en s'appuyant sur des chiffres, sur les fameuses tonnes équivalents CO2 qui parlent à quelques-uns d'entre nous, mais franchement pas à tout le monde, en utilisant des termes qui sont parfois extrêmement techniques, un jargon en fait réservé à tout un ensemble de spécialistes. Et puis à côté de tout ça, on a pensé que le rationnel suffirait. Et on a oublié la dimension de l'émotionnel, du sensible. Et ça, pour nous, c'est quelque chose d'extrêmement important. Alors c'est vrai, et je suis d'accord avec toi, Laure, 2015, une grosse année, c'est la COP21 en France, etc. Et on a vraiment fait exploser aussi ces questions d'imaginaire, même au sein de l'agence. On avait fait des expositions même, hein, une sur Innov Climat, voilà. Et travaillé aussi avec Place to Be, notamment sur des images et des actes. Et à l'époque, vous savez, c'était où on représentait justement toutes ces questions de changement climatique avec un malheureux ours blanc dérivant seul sur son bout de banquise. Ça n'avait aucune chance de fonctionner. Parce que ça paraissait tellement lointain. Ça ne nous concernait pas. Et donc, on a oublié un certain nombre de choses. On a fait advenir, en fin de compte, collectivement, une écologie qui était beaucoup plus politique. Et donc, une écologie qui était loin de notre quotidien. Or, les questions d'écologie, c'est quoi? C'est les questions de santé. Les vagues de chaleur, etc., ça impacte notre santé. Tu as rappelé 2003. Ce sont, entre autres, c'était le début. Ensuite, ce sont des questions de géopolitique. Ce sont donc avec toutes les questions des migrants climatiques. Ce sont aussi des questions de conflits, les conflits liés à l'eau. On les connaît déjà, mais ils sont de plus en plus présents et ça ne va faire que advenir. Mais c'est aussi une écologie du quotidien, du concret. Et à partir de ce moment-là, par l'action que l'on mène depuis très longtemps pour accompagner justement non seulement les citoyens, parce qu'il ne faut pas tout leur mettre sur le dos aux citoyens. Hein, ce n'est pas quelque chose qui soit uniquement individuel. C'est une action collective qu'il faut mettre en place et qui commence à se mettre en place. Mais c'est aussi quelque chose qui est lié à l'émotionnel et au sensible. Et à partir de là, comment est-ce qu'on fait pour s'appuyer notamment sur le monde de la culture, sur le monde des médias, de façon à changer nos représentations? Parce qu'aujourd'hui, l'écologie et tout ce qu'on appelle la transition écologique, c'est avant tout une transition culturelle. Et dans notre stratégie grand public, que j'ai la chance de pouvoir piloter, eh bien oui, on a mis la question des récits, des imaginaires au cœur de la stratégie. Et c'est indispensable parce que sinon, qu'est-ce qu'on fait? Mais en fait, on continue à encourager et à faire, à alimenter le récit dominant actuel. Et ce récit dominant actuel, qu'est-ce qu'il nous dit? Il nous dit, consommer, c'est le bonheur.
Ça, c'est le premier imaginaire. C'est le système. Et en fait, il y a 8 milliards d'humains qui y croient. Et c'est un récit ultra dominant qu'il va falloir maintenant, sur lequel il va falloir qu'on crée un contre-récit. Et à l'autre bout, qu'est-ce qu'on a? Je schématise, bien sûr. On a un récit où il y a des tonnes de gens qui sont très conscients, mais qui vont développer pour ça des logiques de type survivaliste. Et au milieu, on voit des petites pousses qui émergent. Et elles sont, c'est vrai, de plus en plus nombreuses, des pousses qui nous amènent vers une forme de sobriété désirable. On s'entendra sur le terme de sobriété. Et j'ai dit une forme, et j'aurais dû dire des formes de sobriété désirable. Qu'est-ce que ça veut dire de construire ces sobriétés désirables, de les pousser à devenir le vrai contre-récit? Mais ça veut simplement dire de voir comment on va pouvoir accompagner de plus en plus leur émergence pour construire une résilience solidaire d'abord, mais aussi des modes de vie qui soient plus sobres, mais aussi plus justes. On ne peut pas oublier la justice. On ne peut pas faire un monde à 2 vitesses. Si on a envie de réussir la transition écologique, elle ne pourra être que si tout le monde est intégré dedans. Donc voilà, c'est aussi ça, c'est accélérer cette mutation, accélérer ce changement des imaginaires qui sont les fondamentaux aussi de l'action de l'ADEME. On va se questionner dans Faut quelques instants que sur... Valérie se flagelle, parce que Non. je suis désolée, au début des années 2000, la première analyse de cycle de vie que vous faites, c'est l'analyse de cycle de vie d'un jean. Ouais. Je me rappelle, c'était trop drôle, mais oui, c'était intéressant d'avoir cette information-là. Tu vas pas dire aux gens, ouais, portez pas de jeans, arrêtez d'acheter des jeans. En revanche, tu leur expliques d'où ils viennent, d'où vient le coton, qu'est-ce que ça coûte en termes d'eutrophisation des milieux, etc. Je suis désolée, cette information, pour nous, journalistes, pour relier les trucs, c'était capital. Qu'on le dépasse aujourd'hui et qu'on dise on a suffisamment de fringues sur toute la planète pour 8 milliards d'individus, pour encore 2 générations, fermons les usines. Bon, on peut monter là-dedans, on n'a plus besoin de l'analyse de cycle de vie de la paire de jeans, mais quand même, ces informations sont capitales. Non, mais l'information, elle est nécessaire. Disons, elle est indispensable, nécessaire. Mais elle n'est pas suffisante. Non, malheureusement. Pour pouvoir faire passer à l'action, justement, des personnes pour qui, aujourd'hui, ces informations techniques ne les touchent pas. Ils ne se sentent pas concernés. Or, si on a envie d'arriver à la massification, mais il est indispensable d'utiliser d'autres arguments, d'autres façons de mobiliser, d'autres façons de toucher au cœur. Et c'est ce que nous dit Guillaume aussi. Si on ne touche pas au cœur, s'il n'y a pas un alignement entre le cœur, ça commence mal, le cœur et la tête, ça pose un problème. Parce que dans ce cas-là, si on ne parle pas mieux à l'ensemble de nos publics, eh bien on va en laisser de côté. On va s'adresser à qui? À toutes les personnes qui sont intimement convaincues. Or, aujourd'hui, ce n'est quand même pas la majorité. Bien sûr que les gens sont de plus en plus éco-sensibles, ils sont de plus en plus éco-éveillés. Dans les derniers baromètres de l'ADEME, sur les représentations sociales de l'effet de serre, il y en a quand même, enfin, j'allais dire, 81% qui disent « Voilà, je crois dans le caractère anthropique du changement climatique ». Il y en a aussi 51% qui nous disent « J'ai été touché souvent ou parfois par un événement climatique extrême ». Il n'était que 27% à nous le dire en 2015. Les choses bougent. Néanmoins, attention, si ils ont un afflux de mauvaises nouvelles, un afflux de choses qui les sidèrent, la sidération, sauf quand on est quelqu'un d'extrêmement convaincu, n'encourage pas toujours le passage à l'action. Et il nous faut pour ça changer d'imaginaire, être sur ce registre du sensible pour pouvoir aussi davantage toucher les gens et les toucher en ce qui les concerne personnellement, être plus attentif justement à eux et non pas de faire des discours généralistes. Et pour ça, ça veut dire quoi? Ça veut dire aller bosser sur le terrain. C'est pas rester dans nos tours d'ivoire. Et pourquoi? Parce que les choses, elles se passent où? Sur le territoire. Et c'est fantastique tout ce qui est en train de se passer. Il y a plein de belles aventures. Peut-être avant de continuer sur les solutions sur le territoire que vous incarnez tous les trois, il y a un sujet qu'on a commencé à toucher, c'est la question de l'inclusion de ces nouveaux imaginaires, parce que je viens d'un milieu ouvrier. Je pense que si je retourne voir mes parents et que je leur dis oui, on est en train de créer de nouvelles utopies, de nouveaux imaginaires, ils vont me regarder avec des yeux comme ça et ils vont me dire mais arrête tes conneries. Donc comment est-ce qu'on fait en sorte de sortir aussi de nos petits cocons très intellectuels, très dans le domaine de la pensée, c'est normal, il faut penser ce nouveau monde, ce qu'on essaie de faire advenir, mais comment est-ce qu'on fait en sorte que ceux qui l'écrivent, ce nouveau récit, ceux qui sont en train d'en parler, ce ne soient pas toujours ceux aussi qui ont été à la base, à l'écriture de celui qu'on est en train d'essayer de désincarner.
Juste, je vais vous raconter ce qu'on fait, nous, à Joigny, dans Lyon, là où je vis. Alors, Lyon, même si c'est le territoire des 1000 Louis, les disparus de Lyon, etc., il y a quand même beaucoup de personnes qui s'installent, qui sont acculturées aux enjeux et qui viennent typiquement bifurquer, changer de vie, se poser, ralentir, investir une ville de 10 000 habitants, de la diagonale du vide, donc désindustrialisée, plutôt pauvre, etc. Donc, il y a évidemment beaucoup de personnes. En fait, en général, à Joigny, il n'y a pas de gens de plus de 18 ans et pas de moins de 30 ans. 18-30, pourquoi? Tu pars, tu as ton bac, tu t'en vas, tu vas faire tes études. Ceux qui restent ont des voitures sans permis, bossent dans les vignes à passer du glyphosate et on a le plus grand mal à, évidemment, se rencontrer. Donc nous, ce qu'on a fait, c'est qu'on a d'abord acheté des terrains abandonnés, des vergers abandonnés. Qu'est-ce qu'il y a dans un verger? Il y a des arbres fruitiers. On taille les arbres ensemble. On a une récolte. C'est pas à 3-4 qu'on va manger 400 kilos de pommes, 50 kilos de pêche et 260 kilos de cerises. Donc on fait venir les gens. On va les chercher avec au pied des immeubles, au pied des quartiers et on leur demande, on leur ramène des fruits. Première chose, on va vers eux. On se tait. On ne raconte pas l'effondrement, on ne raconte pas la catastrophe, on ne raconte pas les plus 4 degrés. Juste l'histoire de la cerise qui est là, qu'on va presser, ou la transformation. Bref, on met les mains dans un cambouis. Ceux qui auront un intérêt, parce que tout le monde n'aura pas un intérêt sur les questions. La massification, je veux bien, mais s'il paraît qu'à 3,5%, on emporte leur morceau, soyons inspirants, soyons désirables nous-mêmes, soyons sympas, arrêtons d'être d'en haut, effectivement. Et il se passe quelque chose, notamment avec les enfants, avec les plus jeunes. Voilà, et donc tout ça pour dire que je voudrais que tout le monde puisse parler de ça, mais avoir des actions sur un terrain, sur un territoire avec des personnes, et on ne parle pas d'effondrement en fait, à la base on parle juste de qu'est-ce que tu fais avec ça, comment tu manges, tu vois que la compote de pommes tu peux la faire toi-même, tout passe par la nourriture chez nous, je ne sais pas pourquoi, on a un tropisme particulier là-dessus, sur le bien manger, le bien faire, le buen vivir et tout. Bon bah voilà, et ça passe beaucoup mieux, et je crois que l'imaginaire se dessoude à ce moment-là. Maintenant, on est loin d'avoir, tué dans l'œuf l'envie d'avoir un grand écran pour regarder la Coupe du Monde quand elle se passe à Dubaï. Voilà, ça c'est sûr. Avec nos compotes de pommes bio, faites maison, avec les arbres du coin, ok, mais on regarde le foot. Donc, on a du chemin. Et c'est ça qui est génial, on a du chemin à faire. Ce qui est sûr, c'est qu'on va devoir apprendre à se taire. Nous, les Occidentaux, en particulier, nous, les hommes, en particulier, nous, les Blancs. J'aurais été vieux, j'aurais pu dire en particulier nous les vieux, on va devoir apprendre à se taire et c'est pour ça que je suis très content d'être dans des endroits comme Change Now où on a l'impression d'être dans le sommet mondial du changement. Comment c'est présenté? Les solutions, ouais. Les solutions, le plus gros et toutes les green bubbles et tous ces trucs où on va pouvoir innover et ajouter du bruit et ajouter au millefeuille. C'est vrai, il y en a. Il n'y a pas que ça, et c'est un peu simpliste de ma part de dire ça, mais c'est vrai qu'on trouve aussi énormément de cette approche où on a l'impression qu'on va devoir rajouter pour finalement affronter les années à venir. Alors qu'en réalité, en créant de la place, par notre silence, par notre envie d'aller vers, on va se rendre compte qu'en réalité, tout ce qu'on présente comme des solutions, les alternatives, les modes de vie alternatifs qui vont nous permettre de reprendre notre place parmi les vivants, elles existent déjà. Et je pense que ça, c'est important à dire. Avec l'atelier 2030 Glorieuse qu'on essaie de déployer, on va justement directement auprès des personnes qu'on dit les plus vulnérables, parce qu'en réalité, quand on est dans les centres sociaux et qu'on dit aux gens, à votre avis, ça ressemble à quoi les 2030 Glorieuses, on se rend compte que les centres sociaux, ça fait depuis des dizaines d'années qu'ils devraient se présenter comme des centres sociaux et écologiques. Parce que le Repair Café, la ressourcerie, l'atelier anti-gaspi, mais ça fait des plombes qu'ils l'ont normalisé. Nous, on a l'impression, parce qu'on a eu ça à Paris depuis 5-10 ans au Grand Voisin, qu'on est hyper hype et tendance et qu'on va faire des ceintures avec des pneus de vélo, alors qu'en réalité, ça fait tellement de temps que d'autres personnes le font, mais sur le terrain, sans avoir la prétention de penser que c'est vraiment la trouvaille absolument qui va changer nos modes de vie. Et parce qu'on va savoir aussi un peu écouter ces gens-là, on va se rendre compte qu'en réalité, en 2030 Glorieuse, de la solidarité internationale, ça sera les gens des pays dits du Sud qui viendront nous apprendre à faire de l'agriculture avec moins d'eau, qui viendront nous apprendre à aussi gérer les catastrophes naturelles et adapter nos habitations. Et c'est en faisant preuve d'humilité, je pense, qu'on aura le plus de chances d'avoir cette humanité qui se mettra enfin à la hauteur de nos enjeux. Je pense qu'il faut peut-être, pour compléter ce que tu dis, on est dans une crise des relations à l'autre, mais aussi aux autres.
Et quand j'entends par aux autres, j'entends aussi, pas seulement les humains, mais aussi les animaux, les plantes, l'environnement. Et il faut qu'on réapprenne à faire un lien avec le vivant et remettre aussi la question du lien, plutôt que des biens, au centre même de nos imaginaires. Ça apparaît comme ça quelque chose de très conceptuel, mais néanmoins refaire confiance à l'autre alors que nous sommes dans un monde de la défiance, du doute. On est à l'heure des fake news permanentes. Sincèrement, il y a quand même du boulot. Et ensuite, on a besoin aussi d'avoir une vision. Tout à l'heure, Guillaume disait, on a justement, par rapport, le GIEC nous indique une vision, etc. Mais on a aussi besoin d'une vision qui nous anime, nous, avec les scénarios que l'on a fait à l'ADEME Transition 2050, qui sont 4 scénarios contrastés qui nous amènent justement tous à la neutralité carbone. Qu'est-ce qu'on pose comme question? Qu'est-ce qu'on pose comme débat? Parce qu'on manque quand même de débat en France. On manque du débat de se dire dans quel monde voulons-nous vivre demain? Quelle nouvelle façon de produire? Quelle nouvelle façon de consommer? Quelle nouvelle façon de travailler? Quelle nouvelle façon de vivre ensemble? Si on fait l'économie collective de ce débat, nous n'en sortirons jamais. On sera toujours les uns contre les autres. Nous avons besoin de débattre. Et ces débats, ils peuvent avoir lieu ici, bien sûr, mais on voit aussi que nos scénarios Transition 2050, ils ont eu lieu où? Ils ont eu lieu dans des festivals, et même aller à Bourges, au Vieille Charrue, etc. On a raconté aussi nos scénarios, des lieux où on ne pensait pas qu'on pourrait le faire. Et ça, c'est absolument fantastique, dans des écoles également. Et puis, on travaille aussi avec les scénaristes, parce que les fictions, notamment, ça peut nous permettre de nous projeter dans des nouveaux imaginaires. Aujourd'hui, c'est vraiment, franchement, sincèrement, levez la main. Quand vous pensez nouveaux imaginaires, etc., qui ne pense pas à dystopie? Allez, Blade Runner, Le Transpersonnage, Soleil Vert, Mad Max et compagnie. Mais qui pense véritablement à des choses comme le voyage de Shiro Nausicaa à Princesse Mononoke, Avatar 1? Oui, pardon, c'est celui que je préfère. Et Problemos aussi. Tes Problemos. Super drôle. On se fout de la gueule quand même du monde qu'on voudrait faire advenir. C'est bien aussi. C'est pas mal. La Casa des Papel. Tout ça, c'est aussi très nouveau récit. Et à partir de ce moment-là, on a travaillé avec beaucoup de scénaristes, avec le Festival Atmosphère, mais aussi avec Valérie Zoïdo. On a lancé une fantastique opération, et je vous invite à aller la suivre, qui s'appelle l'Assemblée citoyenne des imaginaires, parce que pour de vrai, il faut que nous acceptions d'arrêter d'être simplement des consommateurs, que nous redevenions des citoyens, que nous reprenions le pouvoir et que nous faisions advenir au sein de nos vies la projection de ces imaginaires dans lesquels nous avons envie de vivre. Et c'est ce que propose l'Assemblée citoyenne des imaginaires, qui a été donc montée par Valérie Zoïdo, le Festival Atmosphère, l'ADEME et Blue Nove, avec plein de partenaires, dont TF1, CNC, Bayard, etc. Pourquoi ? Pour que les citoyens prennent en main, nous racontent aussi leurs imaginaires et qu'ensuite des scénaristes professionnels s'en saisissent pour pouvoir sans doute faire les blockbusters de demain, qui seront des blockbusters à la croisée entre dystopie et utopie, mais qui en donneront du coup un caractère d'autant plus réel, réaliste, qu'on pourra se dire moi aussi, j'ai envie de devenir acteur et j'ai envie d'être l'acteur de ma vie autrement. Eh bien, merci beaucoup pour ce magnifique mot de conclusion. Merci.